Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Ophélie Calais-Jarol. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'est il y a 3 ans, c'était au Quai 10. Et elle venait nous parler de son premier livre, Destinée, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans les interviews d'Eric Cooper. On s'est redonné rendez-vous parce qu'elle a ressorti un deuxième roman qui s'appelle Écrire avec du sang sur les mains, paru aux éditions Le Livre en papier. Sachez qu'elle est toujours prof de latin, et ça depuis plus de 10 ans. Et donc, la première question que je lui ai posée, c'est comment a démarré votre passion pour l'écriture? J'écris depuis toujours, comme je vous l'avais dit la dernière fois. C'était un besoin, en fait. Il fallait que je couche sur la page des mots et des mots. J'avais tout le temps plein d'histoires, en fait, dans la tête et il fallait effectivement que je les écrive. J'ai fait un premier job d'étudiant à Saint-Gobain, donc l'usine de verre là, d'Auvelais, pour me payer en fait mon premier PC. Et à partir de là, voilà, j'ai écrit. Mes parents devenaient dingues parce que je passais des heures, des journées entières à écrire des histoires. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, j'ai 7 bouquins sur mon PC. Effectivement, j'ai écrit 7 romans. Mais voilà, c'est des petites histoires, des archéologues qui partent chasser une cité interdite dans le désert, etc. Donc, je pense que j'ai mûri maintenant, j'écrirai plus ce genre d'histoire, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, avec des poèmes aussi, beaucoup. On dit que les romanciers émergent peu à peu derrière le poète tragique des origines. Voilà, je suis une bonne caricature pour ça, j'écris beaucoup de poèmes aussi. Comment est-ce que votre formation en langue et en littérature française et romane influence votre écriture? J'ai été beaucoup marquée pendant mes années de fac par les auteurs symbolistes. Et donc je pense que ça m'a beaucoup marquée, en tout cas pour rédiger Destinée. Ça, je sais bien. Écrire avec du sang sur les mains est totalement différent, mais je pense qu'effectivement, ça m'a marquée dans le sens vouloir faire quelque chose de complet qui touche à tout. Et veiller aussi à l'écriture, la formulation des phrases, faire des petits bijoux formels. D'ailleurs, le personnage principal dans Écrire avec du sang sur les mains est vraiment très attaché à ça. Il veut faire des bijoux formels, il veut pas que raconter une histoire, il veut que les phrases en fait sonnent bien. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué pendant mes années de fac. Le fait d'être prof de latin, ça influence votre style et les thématiques que vous choisissez pour vos livres? Oui, évidemment. Quand je pense à Destinée, oui, c'est une réécriture du personnage d'Hélène de Troie, déjà, ça oui. C'était important pour moi de lui donner une figure ou un portrait plus contemporain. Voilà. Écrire avec du sang sur les mains, figurez-vous qu'il y a pas plus tard qu'une semaine, il y a une ancienne élève qui est revenue vers moi pour me dire que on sent ma patte de latiniste en fait. On voit que je suis prof de latin et ça transpire. C'est vrai que voilà, je commence la nouvelle en parlant de Midas par exemple, voilà. Et ici, je suis sur un 3e projet, c'est un recueil de nouvelles mythologiques. En fait. Donc là, ce sera clairement de la mythologie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir prof de latin? Au point de départ, je ne voulais pas être prof de latin. Je voulais être prof de français, justement. Parce que j'adorais ça, les cours de français. Voilà, j'ai eu un prof très, très inspirant, M. Marchal, qui est d'ailleurs présent dans mon premier roman. C'est lui qui m'a donné le goût d'écrire, ça c'est un fait. Et donc, je voulais être comme lui, en fait. Je voulais être prof de français. J'ai fait des études que j'ai adorées. Mais en fait, mes stages ne m'ont pas tellement plu. Mais bon, voilà, j'ai été diplômée, je suis devenue prof de français et en fait, ça me plaisait pas du tout. J'adore les romans, mais j'arrivais pas à vendre ma matière, j'arrivais pas à vendre mon produit. Puis en fait, j'ai été appelée dans le bureau du directeur qui m'a dit « Écoute, je vois bien que ça se passe pas bien. Il y a une prof ici de latin qui part en congé maternité. Est-ce que tu veux essayer ?»
Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. J'ai essayé, j'ai mordu tout de suite en fait. Mais il faut savoir qu'au point de départ, je voulais être prof de latin. C'était mon grand rêve aussi. Et en fait, mon papa m'a dit, tu ne trouveras jamais de boulot en tant que prof de latin. Pourtant, ben voilà, depuis que je suis sortie des facs, je fais que ça, mais voilà. Votre premier roman, Destinée, explore la mythologie grecque et l'heroic fantasy. Le deuxième, Écrire avec du sang sur les mains, c'est plutôt un thriller et c'est un roman d'horreur. Comment est-ce que vous choisissez en fait les thèmes de vos romans ? Ici, pour la nouvelle, c'était un petit peu particulier parce que j'ai participé au SLIM, donc un salon littéraire. Et au terme, en fait, de ce salon-là, ils proposaient un concours de nouvelles sur le thème du thriller. Et donc, le thème, c'était Petite vengeance entre auteurs. Et donc, j'ai participé à ce concours-là. Malheureusement, j'ai pas été reprise parce que mon écrit, en fait, était trop glauque. Ça correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Il y a aucun souci. Mais en fait, j'y avais mis tellement de cœur. J'adorais tellement cette histoire qu'en fait, j'ai voulu la sortir quand même. Et il faut savoir que tout ce qui est horreur, j'adore ça. Je regarde beaucoup de films d'horreur, énormément. Et le thriller, j'adore ça aussi. Je ne lis que ça, en fait. Pour le moment, je suis en train de lire du Alexis Slepker, je pense qu'il s'appelle, Maxime Chatham, Stephen King. Enfin voilà, c'est mon dada. Et je voulais toucher à ça, du coup. Elena est le principal personnage de votre nouveau roman. Comment est-ce que vous l'avez créé et développé, ce personnage ? C'est de mon premier, ça, Elena. C'est de Destinée. Comment je l'ai développé ? Au fur et à mesure, on va dire. Donc déjà, comme je vous ai dit, c'était une réécriture du personnage d'Hélène de Troie. Et donc, voilà, Elena, en lien avec mes origines ritales. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que quand j'ai commencé ce roman-là, voilà, j'étais une gamine, j'étais en quête de moi-même, comme tous les ados, je pense. Et Elena est venue un petit peu cristalliser tout ça, centraliser tout ça. Alors que le personnage de Écrire avec du sang sur les mains, c'est pas du tout ça. En fait, c'est plutôt un anti-héros qui se cherche, qui veut écrire. J'ai mis plus de moi dans Arthur, dans Écrire avec du sang sur les mains, que dans Elena, dans le sens où Elena, voilà, c'est un personnage fictionnel et romanesque, tandis que Arthur, c'est un petit peu tout le monde. C'est un petit peu chaque auteur, en fait, qui essaye de se faire une place dans le monde de l'édition, et c'est pas facile. Il est jeté à chaque fois des maisons d'édition, du coup il doute de lui et il ira jusqu'à tricher, du coup, pour se prouver à lui-même qu'il vaut quelque chose, ce que je ne ferai jamais. Mais voilà, je voulais exprimer un petit peu aussi mon désarroi par rapport à ça, que c'est pas évident en fait de se frayer une place dans le monde de l'édition, tout simplement. C'est difficile à trouver de maison d'édition quand on démarre ou même quand on a un deuxième roman ? Quand on est tout seul, oui, franchement, c'était compliqué. Ici, voilà, je suis tombée sur une première maison d'édition pour le premier, le Lys Bleu. L'expérience n'a pas été hyper positive et en fait, en regardant autour de moi, j'ai beaucoup d'amis auteurs qui ont commencé l'auto-édition et qui m'ont dit franchement, c'est génial, tu fais ce que tu veux, ton roman ressemble à ce que tu veux, la couverture, c'est ce que tu veux aussi. Et je me suis lancée effectivement dans l'auto-édition et de fait, c'est vraiment ce que je voulais. Alors que par exemple la couverture de Destinée, c'était pas vraiment ce que je voulais, mais voilà, on m'a pas forcément écoutée. Tandis qu'ici, Écrire avec du sang sur les mains, j'ai travaillé avec une amie, donc Rose Rorive, qui est infographiste, et on a travaillé ensemble en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui correspond parce qu'elle a lu en fait la nouvelle et du coup elle a eu plein d'idées. Et ici c'est pareil, elle va faire la couverture du 3e et elle veut lire le 3e justement pour que ça corresponde. Voilà. Quand moi j'ai reçu votre roman, votre deuxième, donc Écrire avec du sang sur les mains, je me suis dit, elle est fâchée contre quelque chose, elle a des choses à dire et s'exprimer. Qu'est-ce qui a motivé ce changement un peu entre le premier et le deuxième ? Mais c'est surtout ça, je doutais de moi en fait, parce qu'au fur et à mesure, je voyais que le Lys Bleu en fait édite tout le monde. Et puis j'ai lu des choses qui venaient de là-bas et puis je me disais tiens c'est bizarre, il y a une incohérence temporelle, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas dit à l'auteur, enfin des choses qui m'embêtaient un petit peu. J'étais pas contente de leur retour, ça c'est un fait, des choses qu'ils m'avaient promises et que j'attends toujours, des amis qui ont été édités là-bas, c'est pareil. Et en fait oui, je voulais un petit peu parler de ça, c'est déjà pas facile de se trouver une place dans le monde de l'édition et parfois on tombe sur des gens et on pense que ça va aller et puis en fait il n'y a rien. Et puis comme je vous avais dit aussi, j'ai essayé une première fois de me faire éditer. J'ai payé une somme astronomique pour au final, la maison d'édition avait mis la clé sous le paillasson et voilà, il n'y avait pas eu de suite. Et je pense qu'effectivement Arthur de nouveau cristallise toutes ces frustrations. En plus il travaille dans un comité de lecture et donc voilà, je voulais montrer un petit peu ça. Le fait c'est quand même dingue de se dire que voilà, on pense qu'on vaut quelque chose, on écrit des choses, on est fier de ce qu'on écrit,
Et puis en fait, voilà, il y a des personnes qui balayent en fait tout votre travail d'un tour de main. Et c'est surtout ça, contre ça en fait, que je voulais pas me révolter, mais je voulais exprimer en tout cas. Et du coup, expliquer que c'est pour cette raison-là aussi que je me suis tournée vers l'auto-édition. Oui. Il y a deux autres personnages, hein, Margorian de Florence Sac et Serane Maréchal. Ça, c'est ceux de votre deuxième roman. C'est toujours du premier. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ces personnages, et comment est-ce qu'ils se complètent ? Donc Magorian en fait est un vampire et depuis que je suis toute gamine, voilà, j'adore l'univers heroic fantasy, fantastique, vampire, j'adore vraiment ça. Et je voulais créer en fait mon petit vampire à moi, donc Magorian de Florence Sac. Il faut savoir qu'en fait il est né en secondaire, donc j'avais un prof de français, Monsieur Marchal, qui nous faisait en fait écrire tout le temps. J'étais en français fort et j'adorais d'ailleurs son cours. Et en fait Magorian de Florence Sac est né en classe. Voilà, on devait écrire quelque chose de fantastique. Il allait faire aussi une expo, il fallait faire des dessins, etc. Voilà, donc Magorian est né à ce moment-là. Et du coup, je n'ai qu'à reprendre en fait la coquille, on va dire, que j'avais créée au cours pour lui donner plus d'ampleur dans le roman. Et Serane Marchal, voilà, forcément, c'est une histoire de... Il y a des crimes, il faut un policier. Et donc, j'ai créé Serane Marchal en référence en fait à mon prof de français. Je voulais lui faire un petit clin d'œil, un petit hommage. Et comment vous faites pour trouver un équilibre entre l'écriture et l'enseignement ? C'est pas facile, parce que je mets beaucoup de cœur dans mes romans, mais je mets beaucoup de cœur dans mes séquences aussi. Ça me prend beaucoup de temps, tout agencer, créer quelque chose aussi avec les élèves. C'est pas toujours évident, c'est vrai. Parfois, je remarque que je dois mettre de côté mes romans pour me consacrer à mon job. Il y a quand même pas mal de boulot. Il faut pas croire, quand on rentre à la maison, tout est encore à faire. Hein. Une fois que la porte de la classe est fermée, c'est là qu'on recommence à travailler. C'est pas toujours évident, mais voilà. J'essaye de trouver un bon compromis. Et vos élèves, qu'est-ce qu'ils en disent du fait d'avoir une prof qui est écrivain ? Est-ce qu'ils lisent vos romans ? Est-ce qu'ils vous font des retours parfois ou pas du tout ? Oui, c'est mes premiers lecteurs fidèles, ça c'est un fait. Quand j'ai sorti Écrire avec du sang sur les mains, c'était à l'école d'ailleurs. L'école avait organisé une bourse aux livres et je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment, je vais lancer mon roman à l'école avec mes élèves, mes collègues, mon mari, enfin ça va être chouette. Et ils étaient tous là. Voilà, ils m'ont acheté mon roman, enfin ma nouvelle. Ils étaient super emballés, ils ont voulu leur petite dédicace. C'était vraiment chouette. Et pour la petite anecdote, le troisième que je suis en train d'écrire ici, c'est pour eux, c'est pour mes élèves. Parce qu'en fait, j'ai une fois raconté un mythe à mes élèves, donc celui d'Eros et Psyché. Et c'est vrai que c'était avant le congé, donc j'avais plus de temps, et donc j'en ai fait des tonnes. J'ai fait parler les personnages, j'ai ménagé mon suspense, etc. Il a sonné, et en fait, les élèves n'ont pas bougé. Ils ont dit « Ouais, c'était trop bien !» Enfin, on était à fond dedans, donc ils se sont levés, un peu léthargiques, ils sont sortis. Et puis en fait, moi, en rangeant mes affaires, je me suis dit pourquoi en fait j'écrirais pas les mythes que je leur raconte et que du coup, je pourrais aussi écrire comme je leur parle, donc d'une manière un peu jeune comme ça, en mettant des anachronismes, ça les fait toujours rire. Et donc ici... La Belle et la Bête, ça s'appelle, donc il sortira en novembre prochain. Voilà, c'est eux en fait qui, sans le savoir, m'ont soufflé l'idée. On va voir ce que ça va donner. Le cinéma ou la télévision, vous aimeriez bien que vos romans soient adaptés pour être vus au cinéma ou à la télévision ? Ça, je pense que c'est le rêve de tout auteur. Ça, c'est sûr. Mais voilà, qui sait, peut-être. Est-ce que vous avez une routine d'écriture, une discipline d'écriture ? Vous buvez un thé avant d'écrire, ou bien vous n'écrivez qu'aux petites heures du matin, ou vous mangez une pomme avant d'écrire ? C'est quoi votre routine ou votre discipline d'écriture ? En règle générale, quand j'écris, il me faut toute la journée. Parce que je relis ce que j'ai écrit avant pour me remettre dans le bain. Donc déjà, ça prend du temps. Et en règle générale, oui, je grignote. Je suis quelqu'un qui grignote énormément et je grignote beaucoup en écrivant, oui. Alors, vous écrivez sur des sujets qui sont intenses. Comment est-ce que vous gérez parfois les moments de doute et les blocages qu'il pourrait y avoir quand vous êtes dans l'écriture ? Parfois, ça arrive. Ici, j'avais essayé de réécrire un roman que j'avais écrit donc en secondaire, La Bête. Je l'ai relu et en fait, je me suis dit que ça correspondait plus du tout à qui j'étais. C'était mièvre, évidemment, voilà, très, très innocent. Et en fait, j'ai supprimé une grosse partie. Donc, j'ai recommencé à écrire avec la personne que je suis maintenant. J'ai rajouté évidemment des fantômes, enfin voilà, un univers qui me plaît beaucoup. Mais là, du coup, je suis coincée parce que j'ai supprimé tellement de choses entre le début et ce que j'ai réécrit et la fin où je vais arriver que du coup, je suis complètement coincée. C'est pour ça que maintenant, je me consacre à mon recueil de mythes. Voilà, c'est plus facile, entre guillemets, vu que je passe ma vie à leur raconter des histoires, donc ça vient tout naturellement. Est-ce qu'il y a un écrivain, mort ou vivant, que vous aimeriez bien rencontrer ?
Maxime Chatham. Si oui, pourquoi? Parce que je trouve qu'il arrive en fait à raconter une histoire, mais à bien la raconter. Et c'est l'univers que j'adore. Voilà, c'est très glauque. Le dernier que j'ai lu ici, La conscience du prédateur, waouh, c'est un des rares auteurs où en fait, déjà on se plonge dedans. Puis c'est un écrivain français, donc je sais que ce qu'il a écrit, c'est vraiment ce qu'il a voulu dire. On n'est pas passé par le filtre d'une traduction, donc c'est ça que j'aime bien aussi. Et puis parfois, ça m'arrivait, notamment dans le dernier que j'ai lu, de m'arrêter en fait sur une phrase en me disant c'est bien écrit quand même. Et puis voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il allie justement le fond à la forme. Voilà, c'est un modèle. On va un peu parler de peut-être être lu dans d'autres pays. Le traduire en anglais pour être lu dans les pays anglo-saxons, est-ce que ça pourrait être possible? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Et puis qu'en est-il de la France? Vous avez déjà essayé de voir du côté de la France pour faire lire vos bouquins et les faire découvrir aussi? J'avoue que je n'y avais pas pensé. Déjà, c'est déjà tellement difficile de se frayer une place en Belgique. Je me dis, voilà, je vois pas... à long terme comme ça, je ne sais pas, mais j'avoue que je n'y ai pas pensé. Et puis la France, voilà, j'ai essayé avec le lys bleu, mais voilà. 3 mots qui pourraient décrire votre nouveau roman, Écrire avec du sang sur les mains. Désespoir, trahison, envie d'être reconnue. C'est pas très joyeux tout ça dans le fond. Vous êtes souriante quand vous répondez aux interviews, mais est-ce que ça ne fait pas peur un petit peu? Parce que si on dit aux gens qui nous écoutent, il faut lire, écrire avec du sang sur les mains, waouh! Alors qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui nous écoutent pour les pousser un peu à lire votre livre et dire que dans le fond, c'est pas si glauque que ça? Oui, figurez-vous que j'ai une très très bonne amie qui me dit souvent, c'est marrant, quand on te voit comme ça, on penserait pas que tu écris ce genre de choses. Enfin, même quand je dis à mes élèves, je regarde plein de films d'horreur, etc., ils sont toujours à me regarder, non, ça correspond pas. Enfin, ma farde est rose, mon plumier est rose, j'ai des nounours sur mon PC. Enfin, ils sont toujours choqués. Mais j'avoue, voilà, c'est un univers qui me plaît. Maintenant, oui, c'est glauque parce que ça raconte quand même une histoire de trahison et puis il y a des crimes. Mais c'est moi, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de vous dans vos romans. Les gens qui vous connaissent vont vous retrouver à la fois dans le premier et dans le deuxième? Oui, j'ai beaucoup d'élèves, par exemple, qui, quand ils ont lu Écrire avec du sang sur les mains, m'ont dit on a l'impression de vous entendre. C'est moi, ça c'est un fait. Et puis, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais Écrire avec du sang sur les mains fait référence en fait à Destinée, dans le sens où le roman en fait que Arthur écrit, c'est Destinée en fait. Je voulais faire un petit clin d'œil justement à ça, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà. Si on veut se lancer dans l'écriture, quels conseils vous pourriez donner à ces personnes? Ne rien lâcher. Et même si on vous dit que c'est pas génial, même si on vous dit non, c'est trop glauque, ou ah non, t'écris comme les Goncourt, non, j'aime pas. Enfin, non, en fait, il faut persévérer. Parce que justement, dans ma première vie, parce qu'il faut savoir que j'ai eu 2 vies, dans ma première vie, on me disait souvent non, franchement, arrête, ou fais autre chose, ou non, tu n'y arriveras pas. Enfin, et j'y ai cru. Donc j'ai arrêté d'écrire en fait pendant un long moment. Voilà, j'ai construit ma première vie, j'ai eu un enfant, etc. Puis j'ai divorcé. Je suis tombée sur quelqu'un de merveilleux maintenant qui en fait m'a poussée en fait à reprendre la plume pendant le Covid. Il m'a dit voilà, t'as du temps, pourquoi tu réécrirais pas? Choisis-en un et réécris-le. Et donc j'ai choisi Destinée parce que pour moi c'était le plus abouti. Je l'ai réécrit. Et voilà, je l'ai édité et puis maintenant je suis lancée, quoi. Je sais que je vais me tenir à un rythme, je vais essayer de publier quelque chose 1 fois par an. Mais donc déjà, il ne faut rien lâcher, ça c'est un fait, et il faut s'entourer des bonnes personnes, je pense. Est-ce que les réactions des personnes qui vous lisent, pour vous, sont importantes ou bien c'est quelque chose dont vous ne tenez pas compte? J'en prends trop compte, je pense, oui, j'y prends... Ouais. Pour moi, c'est super important et c'est vrai quand il y a des gens qui me disent « Ah, Destinée, voilà, j'ai pas pu, c'est trop compliqué à lire. » Du coup, je me dis « Ah mince, pardon. » Enfin, puis je me dis « non, c'est d'abord pour moi que je l'ai écrit. » Enfin, voilà, il y a des gens qui m'ont dit « Destinée, j'ai pas su le terminer parce que j'ai fait des cauchemars. » D'accord, pardon, enfin, voilà. Mais oui, et c'est vrai que du coup, quand j'ai des retours super positifs, c'est toujours super agréable. Ici, c'est vrai que les retours ont été plus positifs sur Écrire avec du sang sur les mains. J'ai l'impression qu'en fait, les gens préfèrent ce qui se lit d'une traite facilement. C'est vrai que, voilà, Écrire avec du sang sur les mains, j'ai moins fait attention à la forme des phrases. Ça, c'est un fait. C'est pas un objet symboliste comme j'ai essayé de faire avec Destinée. Et du coup, effectivement, il a plus plu. Voilà, le symbolisme, c'était le 19e siècle. Il a eu son temps, peut-être. On peut lire, Écrire avec du sang sur les mains sans risquer de faire des cauchemars, même le soir.
Vous allez explorer d'autres genres littéraires, puisque c'est un livre avec des histoires, hein, votre prochain. À quel genre d'histoire est-ce qu'on doit s'attendre, en fait? Parce que c'est intéressant, la mythologie grecque est peut-être pas très connue. Non, et en même temps, je trouve que ça commence de nouveau à avoir son petit succès quand on voit le cinéma. Et puis ici, il y a quand même pas mal d'auteurs qui réécrivent de manière moderne la mythologie. Je pense notamment à Madeline Miller, qui a son petit succès. Et quand on va voir dans les bibliothèques et même dans les librairies, il y a de plus en plus comme ça de bouquins qui surfent sur la vibe littéraire. Il n'y a qu'à penser à Rick Riordan, hein, l'auteur de Percy Jackson. Donc voilà, je m'insère peut-être dans cette mouvance-là, mais je vais essayer de me démarquer quand même, dans le sens où, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais écrire comme je parle à mes élèves en mettant plein d'anachronismes. Par exemple, le dieu des voyages, il a un téléphone, voilà, et donc il suit une carte, voilà, des petites choses comme ça. Mais le thème sera différent dans le sens où ce ne sera pas glauque. Parce que de nouveau, donc l'ami dont je vous parlais tout à l'heure me dit, voilà, tes bisounours, c'est écrit que des trucs qui font peur. Tu peux pas écrire une histoire d'amour une fois. Puis je me suis dit, bon, allez, d'accord. Et donc, je me suis centrée sur l'histoire d'amour d'Eros et Psyché. Donc, ce ne sera pas glauque, logiquement. Le public, parce que vous dites que vous racontez ces histoires à vos élèves, ça sera plutôt un public ado ou bien des adultes pourront lire le livre aussi? Non, des adultes pourront le lire aussi, ça c'est sûr, mais ça s'adressera surtout à mes petits élèves, oui. Et alors, on va terminer. Votre citation latine préférée, c'est quoi? Allez, à Jacta Est. Voilà, une fois qu'on y est, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut rien lâcher. Ça y est, c'est fini. Merci Ophélie Calleggiaro d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc que votre deuxième roman, Écrire avec du sang sur les mains, paru aux éditions Le Livre en papier. Il y a aussi le premier qui est toujours disponible, qui s'appelle Destinée. Vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à cette plateforme, les interviews d'Eric Cooper. Comme ça, vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication d'un podcast. Vous pouvez bien sûr, si vous avez aimé le podcast, le liker, mettre un petit commentaire et bien sûr le partager avec tous vos amis sur les réseaux sociaux d'avance. Merci. Allez, sur ce, je vous quitte pour cette fois. J'espère bien sûr vous retrouver pour le prochain podcast dans les interviews d'Eric Cooper. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous très bientôt. Bye bye.